Bienvenue à tous à ce webinaire dont l'objectif est de présenter les résultats de l'étude de coûts de production pour le secteur d'embauche. Je me présente, je suis Maxime Dalmeda, conseiller aux affaires économiques pour les producteurs de bourrin du Québec. Pour l'animation de la rencontre, je serai accompagné de ma collègue Anaïs Gingras, qui est agente à la mise en marché. Avant de commencer, j'aimerais rappeler quelques règles pour la bonne tenue, notamment du webinaire. Je vais partager mon écran pour vous montrer rapidement. Comme vous pouvez constater, dès que vous rentrez dans un webinaire, vos micros et les caméras sont coupés. Pour prendre la parole, il y a plusieurs options. Mais juste à rappeler d'abord qu'il y a une période de questions qui est prévue après la présentation. Toutefois, si vous voulez intervenir, si vous avez une question de compréhension, c'est aussi permis de le poser pendant que Jean-François présente tantôt. Et pour intervenir, il y a deux manières d'intervenir. La première façon d'intervenir, c'est de lever la main et pour demander la parole. Ça, c'est comme l'interface que vous voyez. Il y a comme une petite icône où c'est annoté lever la main. Vous cliquez sur l'icône. Et une fois vous cliquez sur l'icône, je vous donne la parole en vous invitant à activer votre micro. Donc, vous recevez donc une notification qui dit l'autre souhaite que vous réactivez votre son. Donc, vous n'avez juste qu'à cliquer sur activer et ensuite vous pourrez parler et poser votre question à vive voix. Alors, la seconde manière d'intervenir, c'est d'utiliser la fonctionnalité Q&R. Q&R, c'est pour questions-réponses. C'est tout à droite, en bas ici. Vous cliquez sur le Q&R et puis vous avez cette interface qui vient et vous écrivez donc, vous posez vos nouvelles questions et puis vous cliquez sur envoyer. Si les questions sont posées, Anaïs va se charger de lire les questions et à tout à ça. Alors, juste là, je ne sais pas s'il y a des questions sur les deux manières d'intervenir dans le webinaire. Okay, juste là, je n'ai pas de questions. Et s'il n'y a pas de questions, on va aller dans le vif du sujet. Comme vous savez, le coût de production du secteur d'embauche, comme dans l'ensemble des coûts de production qui sont faits sous ASRA, sont réalisés par le Centre d'études sur les coûts de production en agriculture. Nous avons la chance d'avoir avec nous M. Jean-François Douin, qui est économiste en chef au secteur. Je sais qu'il y a Francis aussi, le directeur général, M. Francis Boulet, qui devra aussi se joindre. Je ne sais pas s'il est déjà là. De toute façon, sans plus tarder, je vais laisser la parole à à Jean-François Douin. Jean-François, tu voulais Oui. Ça va, le son est bon? Oui, je t'entends parfaitement. Donc, bonjour à tout le monde. Merci de l'invitation. Comme Maxime l'a dit, Francis, mon directeur, va se joindre en cours de présentation. Il va être là pour la période de questions à la fin, là, si vous avez des éléments à questionner. Puis moi aussi, je suis apte à répondre à toutes vos questions sans problème. Donc, je suis Jean-François Drouin, économiste principal. Ça fait 11 ans que je suis au Centre d'études sur les coûts de production. J'ai été chargé de projet pour les études dans le veau d'embauche pour l'année 2010, 2015 et 2020 également. Donc, j'ai un bon historique aussi là, pour le secteur. Pour vous situer un peu, je viens de l'Abitibi-Témiscamingue. Moi, je viens d'une petite ferme laitière de Fugerville, donc assez grande D, si on veut, avec le terrain. C'est dommage que le contexte de pandémie ne nous permette pas de vous voir parce que j'apprécie toujours les discussions avec les producteurs. Une petite présentation sommaire de qui on est au Centre d'études sur les coûts de production. Je pense que la plupart d'entre vous vont nous connaître déjà. C'est un organisme qui est mandaté par la financière agricole pour principalement faire des coûts de production. C'est juste ça qu'on fait dans la vie dans plusieurs secteurs. Et on est mandaté par la financière pour réaliser ceux du programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles. Sur notre conseil d'administration, c'est des représentants du ministère de l'Agriculture, la financière, ainsi que l'Union des producteurs agricoles, évidemment, là, qui composent notre conseil d'administration, entériment les études et les grands changements méthodologiques, là, les grands principes méthodologiques qui régissent nos études. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran pour aller dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est l'étude de coûts de production du secteur veau d'embauche.
Donc, je vais en partage. Vous devriez voir à l'écran la présentation. C'est bon? Donc, l'étude de production secteur veau d'embauche qui a été acceptée, entérinée par le conseil d'administration de la financière le 21 décembre dernier. Donc, c'est tout nouveau. Les résultats sur notre site Internet, on a présentement juste un sommaire, puis le rapport complet d'études va être disponible à la fin janvier environ. Là, on est en train de finaliser le tout. Donc, c'est moi qui présente aujourd'hui l'étude de coût de production, mais ce n'est pas juste moi qui fais le travail, là. On tient à remercier tous les producteurs qui ont participé à l'étude. C'est une étude qui est suivie par un comité qu'on appelle de travail sectoriel. Donc, il y a des représentants des producteurs de bovins du Québec qui sont sur le comité. Puis, il y a également des représentants de la financière et du ministère de l'Agriculture, ainsi que Maxime et Ève Martin, là, qui sont sur le comité pour la permanence, si on veut, des producteurs de bovins du Québec. Donc, merci aux producteurs qui siègent sur ces comités-là et également aux gens qui ont participé, qui ont répondu à nos questions, fourni beaucoup d'informations. C'est grâce à eux que je peux vous présenter des résultats de la qualité qu'on a aujourd'hui. On est au centre une équipe d'une quinzaine de personnes. Donc, je veux remercier évidemment tout le personnel aussi là, qui a contribué à l'étude à tous les niveaux de saisie de l'information, de la collecte, de la validation avec les producteurs également. Donc, ce que je veux vous présenter aujourd'hui, je fais un survol un peu là, de les populations à l'étude, donc quelles entreprises qu'on cible puis qu'on représente dans les résultats qui vont être présentés par la suite. Puis je vais faire le tour des résultats techniques, résultats financiers, les coûts de production. Puis on va garder une période de questions à la fin. Là. Je veux garder amplement de temps pour vous donner la chance de poser toutes questions en lien avec les études. S'il y a des éléments de compréhension, parce que des fois, on est habitué dans notre jargon, mais s'il y a des termes qui ne sont pas clairs ou que je devrais préciser, ben, n'hésitez pas, comme Maxime le disait, là, à vous servir des outils à votre disposition pour m'arrêter et me demander des précisions. Étant donné la température ce matin, je sais que ce n'est pas un contexte facile pour vous, producteurs qui avez été sur le terrain dehors, aller faire le train ce matin. Fait que je me suis dit, je ne ferai pas languir 45 minutes pour voir, OK, c'est quoi le chiffre que vous voulez savoir? C'est évidemment l'écart de compensation. Est-ce que cette étude-là fait en sorte que les compensations vont augmenter ou diminuer? Je vais vous donner tout de suite la réponse, comme ça, je ne vous ferai pas languir. Fait que si on prend les résultats de l'étude, s'ils avaient été appliqués pour l'année 2020, qui est l'année d'étude, il y aurait eu une compensation de 50 $ par vache supplémentaire par rapport à ce qui était versé. Donc, c'est une étude qui a un coût de production plus élevé que l'ancien modèle. Puis, dans le fond, si on le met en termes de kilos, c'est de 18 sous du kilo de compensation qui aurait été versée en 2020 de plus. Bien évidemment, 2020 est un autre contexte avec un prix de foin différent, des prix d'animaux différents, etc. Donc, ce modèle-là va être appliqué en 2022, puis on devra avoir une couverture un petit peu plus haute là, que ce qui était avec le modèle 2015. Donc, j'espère que vous allez quand même rester pour le reste de la présentation. On va y aller en détail comment on est arrivé à ces chiffres-là. Mais je tenais avec un matin difficile, peut-être que l'eau était gelée ou quoi que ce soit, là, je voulais avoir toute votre attention pour les deux chiffres les plus importants que vous vouliez savoir ce matin. Donc, si je vais plus en détail, comment on fait une étude de coût de production, c'est qu'on prend la population totale, qui sont toutes les entreprises qui sont assurées au programme ASRA dans le veau d'embauche. On prend ceux qui commercialisent des veaux d'embauche. Donc, la définition, c'est 1100 livres et moins d'un veau vif. Si une entreprise commercialise, dans le fond, engraisse ses veaux jusqu'en bouvillon d'abattage, mais elles ne sont pas ciblées là, par la présente étude.
Sur l'ensemble du territoire du Québec, là, on parle de 2120 entreprises qui sont ciblées par l'étude. On enlève des entreprises, on conserve les 636 entreprises spécialisées. Ça, on le définit avec différents critères qui ont été discutés en comité sectoriel, entre autres. Donc, on vise des entreprises qui ont 50 vaches et plus. C'est un peu différent de l'étude 2015, je vais y revenir un petit peu plus tard. On vise la majorité des revenus qui proviennent de l'agriculture et également des revenus agricoles. On veut que ça provienne majoritairement du veau d'embauche. Donc, il y a 600 entreprises à travers tout le territoire là, qui répondent à ces critères-là. Parmi ces entreprises-là, on fait une sélection aléatoire. C'est un échantillon final de 65 entreprises. On s'assure d'en avoir de toutes les tailles, de toutes les régions pour bien couvrir l'ensemble du territoire. Puis que ces 65 entreprises-là représentent bien les 636 entreprises spécialisées sur le territoire. Donc, c'est la population pour l'étude 2020. Je voulais maintenant illustrer les changements de population par rapport à l'étude 2015. Pourquoi c'est important? C'est si on n'a pas les mêmes entreprises qu'on souhaite représenter, des fois, ça change un petit peu les résultats. Donc, certains écarts qu'on observe plus tard vont être en lien avec le changement de la population. C'est pour ça que je m'y attarde un petit peu plus ce matin. Donc, on voit une distribution des entreprises, c'est imagé. Je n'ai pas mis les chiffres exacts parce que ce n'est pas des chiffres à retenir de toute façon, vous allez comprendre le principe. Donc, on a des entreprises, en termes de taille, les plus petites entreprises, on en a plusieurs, puis ça décroît à mesure que la taille des entreprises augmente. Dans l'étude 2015, on avait deux bornes. Une borne à 63 vaches, une borne inférieure, puis une borne maximale également à 350 vaches. Pour l'étude 2020, en lien avec des discussions, c'est les normes de la financière agricole là, pour le programme Astra qui demandent d'élargir pour avoir le plus d'entreprises possible quand on fait une étude de coût de production pour être plus représentatif possible. Donc, on a inclus les entreprises de plus grande taille qui sont au-dessus de 350 vaches. On n'a pas de limite supérieure. Et on a élargi, on est allé chercher en contrepartie des entreprises de plus petite taille. C'est pour ça qu'on est à 50 vaches et plus dans l'étude 2020. Donc, on est allé chercher un faible nombre d'entreprises de grande taille dans la population, puis quand même beaucoup d'entreprises de plus petite taille, entre 50 et 63 vaches. Ça, c'est en termes d'entreprise. Si on regarde maintenant en nombre de vaches, ben la situation est différente un peu, c'est-à-dire qu'en 2015, on était un peu plus central en termes du nombre de vaches. Si je vais en proportion, on a environ 40% qui étaient pas ciblés des vaches là, qui étaient auprès d'entreprises en bas de 63 vaches. Puis on en avait un 5 à 10% là, un peu plus haut. Dans l'étude 2020, on a élargi ça. C'est pour ça qu'on a plus d'entreprises, mais on a élargi de façon symétrique. Donc, on est allé chercher un certain nombre de vaches pour les entreprises en haut de 350 vaches et un nombre équivalent pour les entreprises entre 50 et 63 vaches. C'est pour ça qu'on est arrivé à 50 d'ailleurs. C'est pour avoir environ le même nombre de vaches en bas et en haut de la borne de la dernière étude. Ça fait en sorte, ça, quand on élargit de façon symétrique comme ça fait en sorte que notre modèle de l'étude 2020 est très similaire à celui de l'étude 2015. Ça évite les grands changements également. Si je vais en termes de région, pour s'assurer de la répartition régionale que j'ai parlé avant, d'en avoir partout dans tout le Québec, on a séparé en 3 grandes régions, principalement 2, là, les régions périphériques de l'Est, donc Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, Lac-Saint-Jean, etc. De l'Ouest également, on a un bassin qui sont d'Abitibi-Témiscamingue, Laurentides, Outaouais. Puis on regroupe ça versus les régions centrales là, qui sont Capitale-Nationale, Centre du Québec, Chaudière-Appalaches. Donc, on pige dans ces différents bassins-là des entreprises de façon aléatoire pour s'assurer d'avoir une répartition régionale. Maintenant, en 2015,
on avait plus d'entreprises des régions périphériques que dans les régions centrales, avec l'évolution des populations entre 2015 et 2020, puis aussi en lien là, avec l'élargissement des bornes de taille. Pour l'étude, présentement, c'est environ 50% des vaches qui viennent du périphérique, puis 50% des vaches qui viennent du central. Donc, versus la dernière fois, on était peut-être à un 46-54 là, en faveur du périphérique. C'est pour ça que j'avais plus de vaches du côté du périphérique. Ce n'est pas énorme comme changement, mais on voit que la structure de coût est différente entre les régions centrales et périphériques. Pour les bâtiments, entre autres, pour les valeurs du fonds de terre, etc. C'est différent. Donc, ça va se répercuter ça dans les différents résultats qu'on va voir plus loin. Ça va jusqu'à maintenant? Il n'y a pas de questions? Donc, ce qu'il faut retenir, pourquoi j'ai mis du temps sur la population, c'est parce que chaque résultat que je vais présenter, c'est une moyenne des 65 entreprises de mon échantillon. Donc, ce n'est pas modélisé, ce n'est pas un groupe d'experts qui en a décidé. C'est vraiment, on a fait la collecte d'informations auprès des 65 entreprises, puis on fait une moyenne pondérée de tout ça. Quand je dis pondéré, ça veut dire que c'est une vache, un vote, et non pas une entreprise, un vote dans les résultats. Tout comme à l'ASRA, le paiement se fait par nombre de vaches et non pas pour chacune des entreprises, un montant pareil pour chaque entreprise, là. Donc, on a la même logique dans nos résultats. Fait que, quand je présente, il va y avoir des éléments de variabilité. Donc, ce n'est pas toutes les entreprises qui ont le même chiffre. Ça va me permettre de présenter les éléments qui expliquent la variabilité. Là, je vais y arriver un petit peu plus tard. Donc, je passe aux éléments des résultats techniques de la nouvelle étude. Si je vais au niveau des résultats techniques, c'est très similaire en termes de taille. On avait 117 vaches en 2015, on est maintenant à 116 vaches, donc pratiquement la même chose au niveau du taux de remplacement également et du veau vendu par vache. Donc, la productivité est similaire. Où on a le plus de changements, c'est qu'on a des veaux, le poids de vente des veaux est un petit peu plus lourd par rapport à l'étude 2015. Ça fait en sorte qu'on a un peu plus de livres vendus par vache. Donc, si je regarde au niveau du nombre de veaux vendus par vache, là, je vais faire une petite pause pour d'abord m'excuser, ceux qui avaient des résolutions du temps des fêtes de manger moins. Je vais vous servir beaucoup de pointes de tarte aujourd'hui. C'est comme ça qu'on présente nos éléments de distribution. Donc, je vais prendre un petit peu de temps pour expliquer comment bien lire là, les graphiques de pointes de tarte que je présente. Quand on a un pourcentage ici, c'est la proportion des entreprises qui se situe dans la strate qui est représentée par la légende. Donc, dans mon résultat de 0,81 veaux par vache, j'ai 22% des entreprises qui ont moins de 0,7 veaux par vache. J'en ai 19% des entreprises qui ont entre 0,7 et 0,8 veaux par vache, 33% entre 0,8 et 0,9, puis 27% en haut de 0,9 veaux par vache. Là, je vous entends déjà poser des questions. 0,9, c'est quand même assez performant. Puis 27%, c'est beaucoup d'entreprises. Comment ils font pour avoir des résultats comme ça? Même chose pour les un peu plus bas. Fait que je dois éclaircir certaines notions là, qui sont en lien avec le programme d'ASRA. C'est qu'on compte les vaches de la même façon qu'à l'ASRA. Donc, si la vache a été présente, exemple, elle a atteint 22 mois juste au mois d'octobre, puis elle a eu son veau, c'est des veillages à l'automne, ben la vache va compter juste pour 3 ou 4 mois de fin d'année, donc un tiers de vache, mais le veau va compter pour un. Fait que quand on a une situation où on a un fort taux de remplacement, ben ça peut faire en sorte qu'on arrive à des résultats qui sont très performants là, avec des veaux par vache à 0,9 et plus. Puis à l'inverse, j'en ai qui sont un petit peu moins à 0,7 veaux par vache et moins. C'est des cas, des fois, qu'on avait des vaches qui étaient présentes, mais finalement, ils n'étaient pas pleines, donc ils ont été vendus en cours de route. J'ai une vache, mais je n'ai pas son veau. Puis il y a aussi
on ne se le cache pas, il y a des entreprises que ça a moins bien été, il y a eu de la maladie ou etc. dans le troupeau. Donc, ce n'est pas toutes les entreprises que ça a bien été, il y en a que ça a moins bien été. Donc, j'ai une certaine proportion en bas de 0,7 veaux vendus par vache. Donc, j'espère que c'est clair au niveau de la variabilité des entreprises. C'est une notion qui va revenir là, tout au long de ma présentation. Je vais aller plus au niveau de l'alimentation et des cultures. Au niveau de ce qui est consommé par les animaux, c'est assez semblable là, en termes de fourrage de tonnes par vache. On est à 5 tonnes, on est à 5,4. Donc, on a une augmentation qui est cohérente là, avec le poids des veaux. On inclut dans ces données-là tout ce qui est servi à tous les animaux. Donc, des veaux plus lourds font en sorte que j'ai plus de tonnage servi là, par vache qui constitue mon troupeau. Un élément important à souligner, c'est que les pâturages ne sont pas inclus. Donc, toute la consommation qui est faite au pâturage, ce n'est pas inclus là-dedans. C'est vraiment juste le foin qui est servi aux animaux. Un changement quand même notable, c'est les superficies en culture en hectares par vache. Donc, j'ai plus de superficie en culture de 12 en termes d'hectares par vache. Ça veut dire que j'ai plus d'aliments qui sont produits à la ferme. Puis cette augmentation-là, c'est à deux niveaux. Principalement, la grande majorité, c'est qu'on a plus d'hectares de superficie en fourrage, en foin. Donc, j'ai moins de foin acheté. J'ai plus de foin qui a été produit à la ferme. Bien sûr, il y a le contexte de sécheresse 2020 qu'il faut tenir compte dans ces résultats-là. Puis je vais vous expliquer un peu plus loin comment on a fait pour normaliser les résultats là, malgré la sécheresse. Donc, on a plus de fourrage et on a également un peu plus d'hectares en céréales et surtout en soya. Donc, on a un petit peu plus d'hectares de vente de culture là, dans le nouveau coût de production. Je vais y revenir ça dans la section de résultats, dans les sous-produits, pour expliquer comment on traite les cultures en coût de production. Donc, en termes de consommation par vache, c'est encore une fois un élément qui est variable entre les entreprises pour toutes sortes de raisons que j'ai mentionnées, entre autres la période d'hivernage, si c'est plus ou moins long, comme je prends juste le foin qui a été servi aux animaux, ben, ça a un effet. Si je sers du maïs, ça peut avoir un effet. Simplement mentionner qu'on est sur une base de 85 matière sèche, là, donc que ce soit de l'ensilage ou du foin, ça c'est un effet qui a été retiré. Là. Fait qu'il y a des entreprises qui arrivent à 4,5 tonnes ou moins, puis j'ai des entreprises qui servent plus de 6,3 kilos, 6,3 tonnes par vache. Donc, quand même une bonne variabilité. Je ne sais pas si c'est un indicateur que vous suivez sur votre entreprise pour tenter d'améliorer ces éléments-là, mais ça vous donne une idée de la répartition des résultats des entreprises. Un des éléments techniques les plus importants en termes de production dans les études ASRA, c'est le temps de travail parce qu'on attribue une rémunération du travail à toutes les heures qui ont été faites. Donc, même s'il n'y a pas de salaire versé aux exploitants, il y a une rémunération qui est calculée selon les normes du programme ASRA, selon notre cadre méthodologique, que je vais vous expliquer quand on sera rendu à la section de la rémunération. Mais pour l'instant, juste en termes d'heures de travail par vache, pour un troupeau pratiquement équivalent, là, on avait 37 heures par vache en 2015. On est à 37,4. Puis j'ai un petit peu plus de superficie en culture. C'est vraiment là que j'ai plus d'heures de travail. C'est vraiment similaire à la dernière fois. Par contre, puis cet élément-là est vraiment très important à retenir pour comprendre la différence entre les deux coûts de production, c'est que les heures sont faites par les exploitants plus que la dernière fois, au détriment de la famille qui était considérée soit bénévole, soit salariée. Mais c'est vraiment nos définitions là, des travailleurs qui peuvent faire une différence sur la rémunération. Fait qu'au niveau des salariés, on a moins de salariés qui est présent aussi que la dernière fois. Là, il y a des questionnements qui ne sont pas évidents. Est-ce que le contexte de pandémie 2020 a fait en sorte que les gens étaient un petit peu plus disponibles ou que les salariés l'étaient un peu moins?
On n'a pas creusé nécessairement tous ces éléments-là, mais c'est possible que la pandémie ait un petit peu influencé les résultats qu'on voit. Donc, plus d'heures faites par les exploitants, moins par la famille. En passant, en creusant un petit peu, en tentant d'expliquer les résultats, ça peut être la même personne. C'est juste que pour une notion d'exploitant, il faut qu'ils détiennent des parts PARTS de l'entreprise. Par rapport au modèle de 2015, on a plus d'entreprises qui sont soit en société, soit en compagnie. Dans une entreprise en non personnel ou propriétaire unique, on peut juste avoir un exploitant parce qu'il détient 100% de son entreprise. Dans une compagnie, bien, on peut avoir plus d'un exploitant. C'est ce qu'on voit généralement. On a un peu plus de conjoints qui étaient définis par avant en famille, qui sont maintenant des exploitants, puis qui ont un taux de rémunération qui est un petit peu différent. Fait que, excusez là encore méthodologique, non, mais c'est vraiment important à comprendre pour l'aspect coût de production. Si je reviens plus en termes de temps de travail, il y a 20 des entreprises qui ont 30 heures et moins. Puis à l'opposé, j'en ai 21 qui ont pratiquement 50 heures et plus. C'est un élément que je trouve toujours marquant, là, la variabilité en termes de temps de travail. Je vous ai donné, entre autres, des pistes qui expliquent pourquoi c'est variable d'une entreprise à l'autre. On a sur la présence de culture qui fait évidemment, quand on divise des hectares en culture par un nombre de vaches, bien, ça fait un temps par vache qui est différent, bien évidemment. Il y a une notion de taille d'entreprise aussi qui est très importante, très présente, c'est-à-dire une entreprise de 50 vaches versus une entreprise de 150 vaches. Bien, ça ne prend pas beaucoup plus de temps pour aller soigner les animaux, mais je divise 150 vaches versus 50 vaches. Donc, évidemment, il y a un effet taille là, qui est présent entre les deux. J'ai vu une question dans les questions-réponses. Oui, mais c'est okay. pas C'est une plus question en lien avec les connexions. OK, oui, c'est bon. oui, on va s'en charger. De toute façon, c'est enregistré, donc je comprenais que ça va être disponible éventuellement aux producteurs qui n'ont pas pu se contacter. Oui. Se connecter, pardon. Donc, ça fait le tour des éléments que je voulais amener au niveau technique. C'est plus les éléments là, de temps de travail qui changent par rapport à la dernière fois, puis un peu plus de culture. Si on regarde au niveau des résultats financiers maintenant, pour les éléments financiers, on a des méthodologies spécifiques, encore une fois, pour l'assurance stabilisation. Pour être sûr que vous compreniez bien les éléments que je présente, c'est un bilan au 31 décembre 2020 où certains éléments ont été normalisés. Tout ce qui est prix du foin, prix des cultures en inventaire, prix des animaux, on a normalisé ça pour toutes les entreprises. C'est plus simple comme ça, puis ça évite la variabilité. Puis, on a aussi des éléments là, de normalisation de la valeur des immobilisations. Donc, la machinerie, c'est la valeur au livre. Puis, étant donné qu'on recalcule l'amortissement, ben, c'est selon l'amortissement que nous, on a recalculé. Donc, c'est une valeur au livre. Ce n'est pas une valeur marchande. Donc, c'est important pour bien interpréter les ratios qu'on va présenter après ça. Évidemment, quand je compare à 2015, une différence importante, c'est au niveau du troupeau. On n'avait pas du tout la même valeur de vaches puis des animaux en 2015 versus en 2020. Donc, c'est normal qu'on voit une augmentation. Fait que le fait de voir l'augmentation de 500 $ par vache entre les deux, ça aurait été beaucoup plus élevé que ça si on n'avait pas eu l'effet de baisse de valeur du troupeau. Donc, au niveau des immobilisations, il y a vraiment une augmentation importante due au changement de structure que j'ai mentionné. Là, on a plus de superficie en culture, donc plus de fonds de terre, plus de machinerie qui vont avec ça. Donc, tout ça est assez logique en soi. L'élément qui nous a un petit peu surpris par rapport à la dernière étude, c'est qu'on a une présence plus importante de bâtiments. Puis on a attribué ça, en tout cas, il n'y a pas d'élément parfait, là, il y a plusieurs facteurs, mais entre autres à l'élargissement, à la présence d'entreprises de plus grande taille qui ont généralement un bâtiment d'élevage.
et de plus petite taille aussi de 50 vaches. Parfois, on a d'anciennes fermes laitières qui ont des bâtiments d'élevage également. Donc, c'est un petit peu différent de ce qu'on observait la dernière fois. Mais globalement, on a plus d'actifs. Puis évidemment, ben, j'ai un petit peu d'inflation là, entre 2015 et 2020 également qui explique la hausse de la valeur. Si je vais en termes de distribution, ben, c'est très variable. Entre autres, deux éléments pour la variabilité. Le premier élément, c'est l'aspect régional, surtout en lien avec le fonds de terre. Donc, les entreprises qui ont acquis leur fonds de terre récemment ont payé plus cher. Puis dans les régions centrales, il y a quand même un bon écart avec les régions périphériques. Donc, ça explique pourquoi il y en a qui sont en bas de 2600 $ d'actifs par vache, puis d'autres qui sont pratiquement à 7 000 $ ou en haut de 5 500. J'ai mon 25 si on regroupe les deux catégories d'entreprises. Donc, il y a un élément en lien avec la région. Puis l'autre élément, c'est en lien avec l'âge des entreprises, étant donné que je suis à la valeur au livre. Une entreprise qui a été achetée il y a longtemps a une valeur un peu plus faible. Il y a plus d'amortissement qui est pris là, qu'une entreprise qui a été acquise récemment. Donc, ça explique la variabilité. Par contre, en termes de coût de production, on calcule un amortissement linéaire pour ce qui est utilisé. Donc, ce n'est pas un amortissement agressif comme on a au comptable où des fois, quand les actifs sont plus âgés, l'amortissement est tout pris dessus, puis il n'y a pas de dépenses qui figurent aux états financiers. Ce n'est pas le cas pour l'étude de coût de production. Nous, on calcule sur toute la durée de vie du bien un amortissement qui est linéaire, donc qui est le même montant à chaque année. Donc, que ce soit actif ou récent, c'est à peu près le même montant qui est pris là, qui est retenu pour le coût de production. Si on regarde au niveau de l'endettement, c'est un autre élément qui a été en progression, si on veut, par rapport à la dernière étude. Au niveau du court terme, il n'y a pas de grands changements. C'est vraiment au niveau du long terme qui est en lien avec l'augmentation des actifs long terme. Là. Tout ça est cohérent encore une fois. Mais ça fait en sorte que les entreprises ont investi, entre autres dans le fonds de terre, puis on a une augmentation là, de 500 $ par vache en termes de dette par vache, là, surtout dans le long terme. Même dans le long terme, on parle pratiquement de 700 $ par vache. Donc, tout ça va avoir des effets dans le coût de production sur les frais financiers qu'on va voir un petit peu plus tard. Puis ça a une pression sur les liquidités des entreprises également. Là, vous avez des paiements à faire sur ces dettes-là. Donc, on a un contexte qui a changé un petit peu depuis 2015 quand même. Si on parle en termes de ratio d'endettement, on parle d'une augmentation là, de l'endettement à 39 versus 34 qui était la dernière fois. Encore une fois, c'est un ratio qui est fait basé sur une valeur au livre, pas sur une valeur marchande. Donc, les ratios seraient différents si on considérait une valeur un peu plus actuelle du fonds de terre. Le ratio, l'endettement, encore une fois, j'ai toutes sortes d'entreprises parmi les 65 dont on retient les résultats. J'en ai 30 j'en ai qui n'ont pas de dette. Que j'ai juste un petit peu de dette court terme, là, qui sont les comptes fournisseurs réguliers. Donc, c'est le cas pour 30 des entreprises que j'ai moins de 10 de dette. Puis à l'opposé, ben, j'en ai qui ont plus de 50 et même 70 là, j'ai le même 25 Puis j'ai tout ce qui se trouve entre les deux là, en termes d'endettement qui ont investi plus ou moins récemment. C'est généralement en lien avec l'âge d'entreprise, là, le taux d'endettement. Je n'apprends rien à personne là, sur cet élément-là. Donc, j'espère que ça précise un peu comment on travaille là, avec les résultats financiers. Ça va me permettre de passer aux éléments de production. Encore une fois, là, je vais être obligé de faire un accord méthodologique pour expliquer comment on travaille, être sûr que c'est bien interprété, là, comment on travaille quand on fait un coût de production pour les entreprises. Donc, c'est un peu, je vais faire un autre petit encore, vous m'excuserez de la parenthèse dans la parenthèse. L'image que vous voyez, c'est issu d'un guide qu'on a fait en partenariat avec le CRAAC, le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec.
qui vise à guider les entreprises, donner des lignes directrices si vous voulez faire votre coût de production à la ferme. Donc, c'est disponible sur le site du CRAAC. C'est un outil interactif sur le web que vous pouvez utiliser. Donc, c'est des notions qui sont un peu universelles, puis on utilise ces mêmes notions-là. C'est-à-dire la définition de base d'un coût de production, c'est d'attribuer un coût à tous les facteurs de production qui sont utilisés pour produire quelque chose, dans le cas, un veau d'embauche, dans notre cas. Donc, on prend 3 blocs principalement d'actifs qui sont les déboursés monétaires, donc tous les coûts qui sont observés auprès de l'entreprise. On parle des intrants, on parle des salariés, l'entretien de machinerie, etc. Donc, tout ce qui se retrouve généralement dans la comptabilité, dans les factures, c'est ce que je vais appeler les déboursés monétaires. Ensuite, on calcule un amortissement uniformisé. Comme j'ai mentionné rapidement tantôt, tout ce qui est bâtiment, machinerie, équipement, on fait le coût, ce qu'on appelle le coût d'acquisition avec les entreprises. Donc, chacun des entreprises, quelle année vous l'avez acheté, quelle année, combien vous avez payé. On utilise les listes comptables également pour aller vraiment chercher la valeur d'acquisition. Puis, on recalcule un amortissement linéaire pour toutes les entreprises de la même façon. L'autre élément qui est non négligeable, comme je disais, c'est la rémunération du travail. Dans le secteur veau d'embauche, c'est un élément important. Puis, de l'avoir propre aussi. Donc, c'est des éléments qui sont un peu à moitié calculés, à moitié observés. Pour la rémunération du travail, au niveau de la famille, quand il y a une rémunération qui est observée, on la conserve. Si la famille travaille de façon bénévole sur la ferme, dans ce cas-là, on attribue le taux du salaire minimum à l'entreprise, aux travailleurs, aux heures qui sont effectuées comme ça. Pour ce qui est de l'exploitant, on utilise le salaire de l'ouvrier spécialisé. Donc, toutes les heures sont calculées sur une base d'un salaire annuel d'un petit peu plus de 70 000 par année, qui inclut les charges sociales et toute la rémunération. Donc, ce calcul-là est fait, on prend le temps de travail de toutes les entreprises, on prend les exploitants qui sont à temps plein, qu'on dit qu'ils sont à temps plein, ça nous amène une notion de 3 000 heures en moyenne, là. Plus ou moins, vous pourrez consulter le rapport final pour avoir les chiffres exacts, mais environ 3 000 heures pour un salaire de 70 000 annuel. Évidemment, selon le nombre d'heures que vous faites, là, chacun des exploitants, selon son nombre d'heures, est rémunéré différemment. Mais c'est une façon de calculer qui est standard auprès de toutes les entreprises. Donc, l'autre élément qu'on fait après ça, pour une étude de coût de production, ça, c'est plus un élément qui est en lien avec le cadre ASRA. C'est que le modèle qu'on réalise présentement va être appliqué pendant 5 ans, de 2022 à 2027. Donc, on doit faire en sorte que le modèle qu'on produit est indépendant de l'année de l'étude. Donc, on fait des ajustements qu'on dit climatiques, qu'on dit statistiques, s'il y a des entreprises, des déclarations, des données subjectives qui sont vraiment très loin des autres, ou des entreprises qui ont ce qu'on appelle hors normes, on peut faire des ajustements statistiques, puis on fait des ajustements de cohérence. Le principal, c'est en lien avec les cultures qui sont vendues. On ne conserve pas le prix de vente du soya. On va venir conserver seulement l'équivalent de son coût de production pour pas que la marge du soya vienne réduire la compensation que vous recevez pour le veau d'embauche. Donc, c'est le type d'ajustement qu'on fait pour normaliser, indépendamment de l'année, le coût de production qu'on produit. Je vais aller plus en détail au niveau des ajustements. Vous le connaissez encore mieux que moi. Là, en 2020, la sécheresse, c'est vous qui l'avez vécu. Il y a eu un contexte particulier en lien avec ça, avec la sécheresse. On a observé auprès des entreprises, dès le début de l'étude, on le savait qu'il y aurait des ajustements spécifiques à faire pour l'année 2020, étant donné que les rendements étaient de 25 inférieurs en moyenne, mais pour certaines entreprises, c'était de l'ordre de 40-50 inférieur à la moyenne. Donc, on se devait de faire un ajustement climatique au-delà de ce qu'on fait habituellement. On ne veut pas qu'une bonne année de récolte vienne influencer le coût de production pendant 5 ans, ou on ne veut pas non plus qu'une année de mauvaise récolte où vous avez dû acheter plus de foin, ça vienne influencer les résultats pendant 5 ans.
Donc, on a fait un ajustement des récoltes basé sur des déclarations qu'on a eues. On a demandé à chaque entreprise c'est quoi un rendement normal chez vous, 2020, ce qui s'est passé. Bon, évidemment, 2020, c'était plus beau là, pour pratiquement tout le monde, là, pratiquement toutes les entreprises. Mais j'ai quand même un 30 qui disait avoir pas subi trop d'effets de la sécheresse. Donc, on ajuste les récoltes s'il y a eu des achats spécifiques avec la sécheresse parce que c'est une mauvaise année. D'habitude, j'en achète pas. Mais on est venu retirer ces achats-là. Et on s'est rendu compte qu'en 2020, il y a eu d'autres stratégies qui ont été prises par les entreprises. Ils ont été, entre autres, plus de locations, plus de foin achetés debout. Ils ont couru plus grand pour aller être capables d'avoir assez de foin. On a aussi, à l'occasion, plus d'intrants qui ont été mis pour essayer d'augmenter les résultats, même si souvent c'était l'eau qui manquait, fait que ça a eu des effets mitigés. Puis il y a eu un effet aussi de ressemis à l'occasion. C'était l'année d'avant, en 2019, pour certaines régions, là, qu'on avait 2 années de sécheresse consécutive. Donc, j'avais des dépenses qui étaient vraiment un peu plus élevées qu'une année normale de récolte. Fait qu'on a fait des ajustements spécifiques en lien avec ça. Tout ce qui était bon, la première chose qu'il y a eu, j'ai eu des indemnités de l'assurance récolte qui ont été versées pour l'année 2020, des indemnités importantes de l'ordre de tout près de 20 000 là, pour l'entreprise de 117 vaches. Étant donné qu'on normalise les récoltes, on dit, ben, dans une année normale, je n'ai pas d'indemnité. J'ai un rendement qui a été normal, donc je n'ai pas d'indemnité de la SREC. On est venu retirer les montants en lien avec ça. C'est une question de cohérence aussi. C'est l'assurance récolte qui couvre les risques climatiques. Ce n'est pas l'assurance stabilisation qui couvre les risques de marché. Puis, on est venu spécifiquement à l'année 2020 appliquer une réduction des frais d'intrants, de location, les choses qu'on ne voit pas habituellement. Donc, on est venu réduire ces frais-là, chose qu'on ne fait pas habituellement, mais c'est vraiment un contexte spécifique. Donc, on a ajusté nos méthodologies en conséquence. Désolé pour la longueur de l'encart méthodologique, non, mais c'est vraiment des éléments qui ont été marquants en 2020 pour le coût de production. L'autre élément, c'est la pandémie. Encore une fois, je ne prends rien en personne pour dire que c'est un contexte particulier. Les entreprises ont eu des aides gouvernementales d'urgence, le fameux prêt de 30 000 avec de 40 000 avec un remboursement de 30 000 là, qui est prévu. Donc, il y a eu un apport de liquidité auprès des entreprises. Par contre, cette aide gouvernementale-là de 10 000 on ne l'a pas conservée dans le coût de production à titre de refus. C'est vraiment une aide d'urgence exceptionnelle, donc on ne conserve pas ça dans le coût de production. Par contre, c'est difficile d'identifier s'il y a eu des achats exceptionnels avec les liquidités que ça a occasionné d'avoir des aides d'urgence. On n'a pas eu de lien de cause à effet direct, donc il n'y a pas eu d'ajustements spécifiques qui ont été faits avec ça. On a quand même dû, c'était quand même d'une importance suffisante pour dire à la financière, ben, on devrait faire suivre l'évolution de certaines charges d'entretien, de charges d'intrants également, pour être certain que les ajustements qu'on a faits en 2020 ben, sont justes, puis que durant les années d'application de 2022 à 2027, ben, on suit bien l'évolution là, des entreprises. Donc, il y a de fortes chances qu'il y ait des mandats spécifiques, qu'on recontacte certaines entreprises pour être certaine qu'on remesure certaines dépenses là, pour être sûr que le coût de production tient la route pour les 5 prochaines années. Donc, j'arrive dans les chiffres. Enfin, vous me direz, pour ceux qui sont intéressés plus aux éléments de coût de production, je le présente en 2 temps. Je le présente en coût de production avant rémunération du travail et de l'avoir. Donc, c'est plus les dépenses observées et l'amortissement. Donc, c'est une dépense qui est observée auprès des entreprises. On arrive à un coût de production plus élevé. Donc, les déboursés monétaires ont augmenté. Je ne prends rien à personne en disant que les charges évoluent au fil du temps, mais on compare ça à un modèle qu'on appelle indexé. Dans la colonne ici, on a un coût de production 2015 indexé. Ce que ça veut dire, c'est le coût de production, l'étude qu'on a fait en 2015 est indexée à chaque année par la financière agricole pour tenir compte de l'augmentation ou de la diminution des prix des intrants, des vaches, de la machinerie, du carburant. Tout ça est considéré à chaque année. Donc, l'étude 2015, on arrive à un coût de production pour l'année 2020 qui est comparable à ce qu'on a observé, nous, auprès des entreprises en 2020.
Donc, on arrive à un coût de production observé par vache qui est un petit peu plus élevé que ce qu'on avait observé en 2015, une fois indexé en 2020. Encore une fois, on a une variabilité vraiment importante là, entre les entreprises. J'ai certaines entreprises qui sont à moins de 900 $ par vache de coût de production, alors que j'en ai d'autres qui sont à plus de 1600 $ par vache. Si vous voulez vous comparer avec ces données-là, je vous invite à calculer votre coût de production et à le faire. Il faut juste être conscient que le coût par vache, ben, si on fait un veau plus lourd, c'est normal qu'on ait un coût de production par vache plus élevé, parce que tous les coûts sont divisés. Alors que si on vend au sevrage, ben, ça peut arriver qu'on ait un coût de production plus faible par vache. Il faut juste se comparer sur les mêmes bases. Mais c'est ce qui explique principalement la variabilité des données observées. Bon, c'est plus que ça. Là. Chaque entreprise est unique, mais souvent, c'est des éléments qui sont en lien avec le poids des veaux qui fait en sorte qu'un coût de production est plus élevé par vache. Il y a des éléments de salinité, de mortalité, etc. également. Je vais maintenant mentionner les principaux écarts par rapport à l'étude précédente. Au niveau de l'achat des animaux, bon, c'est sûr que c'est pas très imagé mon affaire. Là. Vous allez être obligé de me suivre et écouter, mais les principaux écarts au niveau des animaux. En 2015, on avait un prix très élevé des animaux qui a été indexé par la financière à chaque année. Puis on arrive à un prix en 2020 qui est un peu différent de ce qu'on a observé auprès des entreprises. Donc, l'évaluation qu'on avait faite auprès de la financière était plus élevée que ce qui était observé des entreprises. Donc, le coût d'achat des animaux était plus élevé que ce qu'on observe en 2020. Au niveau des intrants de culture, comme je dis, malgré la correction qu'on a appliqué une diminution pour la sécheresse, il y a quand même plus d'intrants de culture parce qu'on a plus de superficie en culture, plus de soya, plus de maïs, plus de foin. Donc, c'est normal d'avoir une augmentation des coûts. Puis, on a une diminution en contrepartie des coûts d'alimentation et de la litière. L'alimentation a diminué de façon plus importante. Pour ce qui est de la litière, si vous vous comparez, ben c'est un pas justement qui est difficile à se comparer là, quand vous ouvrez l'étude de coût de production, parce qu'il y en a qui prennent des copeaux de bois, il y en a qui prennent de la paille, il y en a qui produisent leur paille. Donc, ce n'est pas la même chose que quand on achète la paille. Dans ce poste-là, on a juste la paille achetée. Donc, je vous invite à la prudence quand vous vous comparerez. Mais de façon générale, on a plus d'aliments produits, donc moins d'aliments achetés. Assez simple. D'autres éléments de l'écart, ben, plus de production de culture veut dire plus d'entretien, plus de carburant, plus de forfait. J'ai dit également qu'on avait augmenté l'endettement, donc les frais financiers en termes d'endettement, ça l'a augmenté. Puis l'amortissement également, donc j'ai plus de culture, plus de machinerie, plus de bâtiments, plus d'amortissement par vache. Donc tout ça est logique. En termes de sous-produits, quand je dis un sous-produit, c'est un revenu qui est nécessairement associé à la vente aux dépenses qu'on a observées. Entre autres, la vente de sujets de réforme ou de sujets de reproduction. C'est normal que quand on fait du veau d'embauche, on va vendre des vaches de réforme en plus des veaux d'embauche. Donc, on vient à dire que c'est un sous-produit qui vient diminuer nos dépenses quand on calcule le coût de production. Pourquoi on a plus de sous-produits? Ben, c'est principalement la vente de culture. On a 2 fois plus de vente de culture que la dernière fois. Encore une fois, je dois rappeler que c'est pas, on retient pas la marge pour la vente de maïs, la vente de soya. Donc, même s'il y avait un prix plus élevé en 2020-2021, c'est vraiment le revenu, le coût de production ou l'équivalent d'un coût de production qui est utilisé pour considérer les ventes et les sous-produits. Ça m'amène sur aux éléments de coût de production qu'on dit complet. Donc, j'ai mon coût de production avant travail que j'ai présenté précédemment. J'ajoute à ça la rémunération du travail. Je suis allé en détail par catégorie parce que, comme je disais, c'est vraiment l'élément qui explique l'écart de près de 50 $ par vache qu'on observe là, entre 2015 et 2020. Donc, au niveau de la rémunération de la famille et des salariés, on a des baisses de rémunération, pas parce qu'on paie moins cher, c'est simplement parce qu'il effectue moins d'heures là, par rapport à l'étude 2015. C'est vraiment au niveau de la rémunération des exploitants
qu'on a un écart de près de 70 qui explique en grande majorité l'écart de coût de production. En termes de rémunération de l'avoir propre, donc c'est la portion libre de dette. L'endettement a augmenté, mais les actifs également. Fait qu'en termes de montant par vache, on est pratiquement à la même place que la dernière fois. Donc, ce qui nous amène un coût de production à 2 215 par vache, qui est en augmentation par rapport à ce qui avait été calculé par la financière. Puis également, les revenus de vente sont plus élevés, en lien avec le poids des veaux là, qui est plus élevé, comme j'ai dit en début de présentation. Donc, pour ce qui est de répartition du coût de production total, j'ai des entreprises incluant la rémunération du travail à 1 850 et moins. On voit la répartition, puis j'en ai que ça leur coût de production, ça revient à plus de 2 600 par vache. Donc, on vraiment près du simple au double, pas tout à fait, là, mais environ 1,5 fois en termes de coût de production. Encore une fois, je vous invite à calculer le vôtre et considérer le travail dans ce que vous calculez pour être capable de vous comparer. Sinon, si vous aimez mieux vous comparer plus sur les dépenses observées au niveau de votre état financier, vous pouvez vous comparer au coût de production avant rémunération du travail et de l'apport. Maintenant, je veux quand même, en fin de présentation, amener des éléments un peu plus de réflexion. Donc, si on fait en termes de courbe, je mets l'emphase sur l'année 2020, où on a un coût de production à un petit peu plus de 8 du kilo par rapport avec ce qui était prévu, ce qui a été calculé et indexé par la financière, basé sur l'étude 2015. Donc, on a une augmentation de près de 25 sous du kilo versus le revenu de marché. L'élément que je voulais apporter, c'est une évolution de l'écart et du coût de production. Donc, en bas, la ligne noire, on a le prix de marché, évidemment, qui a connu une croissance 2014-2015 pour se stabiliser depuis à environ 4 du kilo. Si on voit, j'espère que la connexion est bonne, on m'affiche un petit message d'erreur. En termes d'écart, on est revenu à des écarts qui sont similaires à ce qu'on avait en 2010-2011. Ce que ça va avoir pour effet, c'est oui, la compensation par vache va augmenter, mais également la cotisation. Le programme d'assurance, c'est une assurance stabilisation. Donc, si les indemnités augmentent, les cotisations vont augmenter également. Donc, on arrive quand même à une pression sur la liquidité des entreprises. Je crois que nous avons un problème avec la connexion de Jean-François. Il se reconnecte. Je suis de retour. Oui. C'est beau. Tu peux toujours repartager ton écran. OK. Est-ce que tu peux m'indiquer, Maxime, si ça fait longtemps que je parle dans le vide ou si ça vient juste de couper? Non, de mon côté, ça vient juste de couper. Donc, OK. C'est bon. Désolé c'est les joies de la pandémie et du travail à la maison, donc désolé des inconvénients. Je vais repartager mon écran. Donc, ce que je disais, c'est simplement qu'il va y avoir une pression, les compensations sont en augmentation, mais également les cotisations qui vont augmenter. Donc, en termes de, quand même amener une pression supplémentaire. Je veux une dernière fois, ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter. OK. On a une question de monsieur, on a une question dans le chat. Je ne sais pas si tu as fini, on y va directement dans la période de questions-réponses. Peut-être me laisser une dernière petite minute, puis ensuite, je suis rendu. Je veux vraiment remercier une dernière fois tous les producteurs qui ont participé à l'étude, puis simplement vous informer, comme j'ai dit en début, le rapport
complet de l'étude va être disponible sur Internet avec une version sommaire pour ceux qui n'ont pas le temps de tout lire le rapport. Je vous invite à visiter notre site là, pour trouver l'information.